Créer un SaaS, le guide complet de la stratégie corporate. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance, dans laquelle on va s'intéresser à la stratégie, la constitution d'une société pour porter un SaaS, le commercialiser et surtout le revendre. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne, pense à activer les notifications. Tu peux également nous rejoindre sur Telegram. Nous sommes plus de 3500 entrepreneurs investisseurs pour du contenu exclusif et de l'échange. Tu peux rejoindre notre Discord dans lequel tu pourras échanger avec la communauté, me poser directement tes questions et tu trouveras également dans le lien utile une série de bonus, notamment le podcast d'IM pour t'apporter encore plus de valeur et ce de manière totalement offerte. Donc, en guise d'introduction, SaaS, c'est pour Software as a Service. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à la structuration d'une société portant un SaaS, commercialisant ces services avec en tête une idée de revente. Alors, tout d'abord, pourquoi cette vidéo ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs d'Internet développent des solutions SaaS, mais développent malheureusement ces solutions comme ils ont développé un business de vente de formation qui n'a pas du tout les mêmes problématiques et qui n'a pas du tout les mêmes objectifs. Le but d'un SaaS, c'est de créer un actif. Le but d'une vente de formation Internet et de coaching est de créer du flux de trésorerie. Donc, nous allons voir ici une sorte de guide complet, simplifié sur comment structurer, valoriser et revendre une solution SaaS. Pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent maximiser leur stratégie, et pas uniquement pour les gens qui font du SaaS, tu peux poser ta candidature au Mastermind PNL. On vient de rouvrir les inscriptions. D'ailleurs, un précédent participant qui avait des SaaS, a valorisé les conseils de ce mastermind à plus de 100 000 euros. Il considère que la valeur des conseils qu'il a reçus était supérieure à 100 000 euros pour ses business. Donc, le lien se trouve dans la description. Ce que nous allons voir dans cette vidéo va se découper en 3 parties très simples. On va parler de la création de la structure portant le projet et le quand, c'est-à-dire comment cela se passe si je veux lancer un SaaS. On va parler ensuite de l'importance de la localisation, mais pas uniquement de la localisation de la société portant le SaaS, et également de la localisation de la société détenant les participations, une société holding tout simplement. Et on va parler également de la revente, comment cela se passe. C'est les 3 parties que nous allons aborder et tu trouveras les marqueurs temporels en dessous de la vidéo. Donc, concernant la partie 1, la partie lancement, tu veux lancer un SaaS, comment cela doit être fait et comment tu ne dois pas le faire également. Le principal problème que je vois, et c'est de l'observation sur des cas concrets, sur des personnes qui ont créé des SaaS, qui les commercialisent et qui les ont montés, c'est que lorsque les entrepreneurs cherchent à développer un SaaS, c'est qu'ils le font directement au travers de leur business actuel. Je m'explique. Imagine, je lance une plateforme d'hébergement de formation. Plusieurs entrepreneurs ont fait ça, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, des sociétés de tunnels. Imaginons, on l'appellera AH Learning pour concurrencer Teachable, qui est tout simplement une solution tout en un pour héberger de la formation. Je te rassure, il n'y aura pas de lien, je ne le fais pas. Je vais payer les développeurs, c'est pas moi qui vais développer le truc avec ma capacité, avec ma structure actuelle. Et une fois que c'est prêt, je vais créer la société AH Learning et me mettre à vendre les abonnements de cette SaaS. Faire ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle un abus de bien social. Un abus de bien social, c'est du pénal. J'avais des gens qui avaient fait de l'humour en disant ça. Mais en réalité, je fais usage des crédits de la société AH Formation, un usage que je sais contraire à l'intérêt social, à des fins personnelles. Là, c'est pas pour m'acheter une Rolex, c'est pas pour moi, donc ça ne s'intéresse pas. Ou pour favoriser une autre société dans laquelle je suis directement ou indirectement intéressé. C'est exactement l'écriture de l'article du Code de commerce définissant l'abus de bien social. Tu peux le vérifier par toi-même. Donc, si je me sers de l'argent de ma société actuelle pour financer les besoins d'une autre société, à ce moment-là, je peux commettre un abus de bien social. Donc, ça demande une vigilance accrue et l'abus de bien social n'existe pas uniquement qu'en France. Il faut en avoir conscience. De plus, lorsque je vais vouloir revendre à H-Learning, lorsqu'on fait un SaaS, ce n'est pas pour un flux de trésorerie, mais c'est plutôt pour la création d'un actif. Donc, H-Learning étant le SaaS, la personne qui va racheter verra que j'ai eu aucune dépense de développement sur la structure qui porte le projet.
Donc, dans sa tête, il va se dire que je n'ai investi 0 € et donc que la solution est très simple à développer, n'a rien coûté à développer. Ça demandera des explications complémentaires et ça va ralentir le process de la vente. Donc, après avoir parlé de ce qu'il ne faut pas faire, parlons de ce qu'il faut faire. Comment lancer un SaaS ? La réalité, c'est qu'il faut compartimenter dès le début. L'idée, elle est simple, c'est de créer la structure portant le projet dès le début. Tu ne vas pas créer une structure à chaque fois que tu as une idée, surtout si tu fais partie des gens qui ont des idées toutes les 3 minutes. Tu vas créer la société dès que l'idée va se concrétiser, dès qu'elle va se transformer de simple projet en projet réel, on va dire. Une fois que cette société est créée, qu'elle est constituée, c'est cette société qui va payer tous les développeurs, toutes les dépenses de développement, même si elle vient juste d'être créée et qu'elle n'a pas d'argent. Donc, sur la phase de développement, avant la commercialisation, c'est-à-dire si ça te met 1 an à développer ton SaaS, cette société va être automatiquement déficitaire. Mais comment mettre de l'argent dans la société pour en assurer son développement sans pour autant commettre un abus de biais social comme nous l'avons vu précédemment ? En réalité, c'est très simple et je vais reprendre l'exemple illustratif. Imaginons, je veux lancer AH Learning, une SaaS sur une nouvelle société, et j'ai ma société d'exploitation, pour reprendre l'exemple, AH Formation. Moi, je suis là, la solution 1 va passer par une holding, il y a d'autres solutions, mais on va se concentrer que sur celle-là, sinon la vidéo serait bien trop longue. J'ai la société d'exploitation qui est détenue par une holding, AH Internet Operation Holding. Cette holding détient 100% de ma société d'exploitation AH Formation. Lorsque je vais créer la société portant le projet du SaaS, donc une NewCo, nouvelle société, c'est le terme professionnel utilisé, je vais faire une création par le haut, c'est-à-dire par la holding qui va créer une filiale, et je vais prendre une participation dépendant de mon implication dans le projet entre 10 et 100%. Si je suis tout seul, je vais lancer 100%. Si par exemple, je m'associe avec un développeur, je vais m'associer à 51-49 ou 50-50, même si je considère que le 50-50 n'est pas la meilleure des solutions. D'un point de vue argent, AH Internet Operation Holding reçoit les dividendes de ma société d'exploitation AH Formation. Ces dividendes constituent en manière très simplifiée les fonds propres qui sont stockés sur la holding. Je peux faire le choix de me les verser ou de capitaliser sur la holding. Si je structure bien ma holding, si je structure bien disons l'aspect corporate, je ne vais pas avoir d'imposition ou très très peu de frottements fiscaux sur ces dividendes qui remontent et je ne serai imposé qu'à partir du moment où je me les redistribue. Qu'est-ce que je vais faire pour lancer AH Learning ? Tout simplement, je vais faire une avance en compte courant d'associé. Cette avance en compte courant d'associé va me donner droit au remboursement du compte courant associé, du principal plus les intérêts. C'est-à-dire que si lors de la création de la société, je décide de prêter 100 000 €, je vais avancer 100 000 € en compte courant d'associé, ce qui est plus intelligent que le mettre en capital social. En échange de ces 100 000 €, AH Internet Operation Holding va faire un prêt en compte courant d'associé, comme je l'ai dit, et va recevoir le principal et 100 000 plus un intérêt. Par exemple, ça peut être 5%, donc elle recevra 105 000 € si c'est un prêt sur une année. L'avantage d'utiliser l'avance en compte courant d'associé, c'est une problématique par rapport aux sociétés qui sont déficitaires au début. Je l'avais déjà expliqué sur la vidéo de la holding en SCI, pourquoi ça ne sert à rien de créer une holding pour détenir des SCI au début, à part se faire refuser des prêts, et pendant les 6 premières années. Donc, l'avantage de cette structuration se trouve à plusieurs niveaux. Il va permettre de réinvestir le cash de ta holding avec un rendement, même si tu n'as pas 100% des parts. Ça peut me permettre de dire, écoute, tu amènes la compétence, moi j'amène les fonds, donc je prends 75% des parts et toi tu prends 25% parce que c'est moi qui injecte tous les fonds. Ça permet d'investir l'argent même si tu n'as pas 100% des parts. C'est également le fait que tu n'as pas besoin d'attendre que la société soit bénéficiaire pour rembourser, contrairement à un dividende. Attention, une société peut avoir du cash sur le compte tout en étant déficitaire. Si tu attends le dividende, tu dois attendre, et on va le voir juste après, que la société soit bénéficiaire.
Également, cette structure évite tout abus de bien social, vu que c'est l'objet de la holding d'investir et de recevoir, de faire un placement. Attention, si tu prêtes de l'argent sans intérêt, oui, c'est contraire à l'intérêt social. Mais avec un intérêt, c'est comme si tu le plaçais sur une action à dividende, en quelque sorte. Également, l'avantage de cette structuration, elle peut s'opérer internationalement, même si ta holding est dans un autre pays que le pays de ta SaaS ou même de ta société d'exploitation. Par exemple, il y avait 3 sociétés. Les 3 sociétés peuvent être dans 3 pays différents dans l'exemple. Et en réalité, en mettant tout en place dès le départ, cela évite ensuite les apports, la lenteur de la procédure à une holding nouvellement créée. Autant le faire dès le départ, notamment si tu as une activité générant un cash flow sur le côté. Je t'ai parlé de report d'imposition. Et rappelle-toi, je t'ai dit que lorsque une société va commencer, va débuter, elle va devoir développer, payer des freelances, payer du développement, donc elle va être déficitaire. On va parler du report d'imposition pour savoir comment ça marche, c'est très simple, et on va partir sur une base de taux d'impôt sur les sociétés de la norme OCDE qui est de 25%. On va se projeter sur 4 années, année 1, année 2, année 3, année 4. L'année de début est l'année 1. En année 1, tu fais 0 bénéfice puisque tu as investi de l'argent, 100 000 euros dans l'exemple. Donc ta société est déficitaire de 100 000 euros. Dès l'année 2, ta solution est opérationnelle, donc tu vas commencer à dégager du bénéfice. Ce bénéfice, tu vas dégager 50 000 euros de bénéfice. En année 3, ça va continuer à croître, ça sera 250 000 euros. Et pour la simplification de l'exemple et l'illustration, j'ai pris qu'en année 4, ça sera 250 000 euros, mais c'est notamment pour t'expliquer l'impôt à payer. Mais ta société va croître. En termes d'impôt, en impôt sur les sociétés avec le report d'imposition, la première année, vu que tu ne fais pas de bénéfice, rappelez-vous, l'impôt sur les sociétés se calcule sur le bénéfice. Là, tu as une perte, ça fait moins 100 000 euros. Donc, tu payes aucun impôt. En année 2, tu vas payer également 0 euros d'impôt. En année 3, tu vas payer 50 000 euros. Et en année 4, tu vas payer 62 500 euros. C'est pour ça que je voulais prendre l'année 3 et l'année 4 avec le même bénéfice. Tout simplement parce que lorsque tu vas être en année 2, tu vas bénéficier d'un stock de déficit, ici 100 000 euros. Vu que tu auras fait 50 000 euros de bénéfice en année 2, tu vas imputer le déficit que tu as avant, donc 50 000 euros, tu vas payer aucun impôt et il te restera 50 000 euros de stock de déficit que tu reporteras sur l'année 3. L'année 3, tu ne vas pas payer ton impôt sur 250 000 euros, tu vas payer ton impôt sur 200 000 euros. Donc, à 25%, ça fait 50 000 euros. C'est pour ça qu'en année 4, sur 250 000 euros, tu payes 62 500 euros. En fait, il faut savoir que lorsque tu lances une société, et même si tu fais du déficit, ce déficit constitue un stock sur lequel tu peux impacter tes bénéfices futurs. Donc, en soi, c'est entièrement neutre de créer la société dès le départ au lieu de dépecer sa société actuelle. Concernant la partie 2, la double structuration obligatoire, c'est-à-dire holding et nouvelle société nouvellement créée, je vais m'intéresser à la localisation, que ce soit de la holding et que ce soit de la nouvelle société pour NewCo, portant le projet. Comme tu l'auras compris, et c'est pour cette raison que je n'ai pas évoqué d'autres solutions, même s'il y en a d'autres avec certains avantages, mais ça rendrait la vidéo bien trop longue. La localisation de ta holding va être déterminée par plusieurs éléments. Également, la société qui va porter ton projet va être déterminée par plusieurs éléments. Tout d'abord, ta holding va être déterminée par ta localisation personnelle ou les possibilités que tu peux faire. Techniquement, une holding, on la crée dans son pays de résidence. La créer dans un autre pays a des considérations excessivement particulières sur lesquelles il faut être accompagné, sur lesquelles il faut faire des vérifications et il faut faire des rescrits. Concernant la localisation du SaaS, donc de la NewCo, elle va être déterminée par plusieurs facteurs, mais sur lesquels on peut jouer avec de la stratégie, mais également de la compétence. Tu vas avoir besoin de compétences selon là où tu vas vouloir la mettre. Et également, ça va être déterminé si tu as besoin d'engager des gens. Si tu places ta société, on va dire, je ne sais pas, mais dans un pays où il n'y a aucune compétence et que tu dois employer des personnes ensuite, c'est bien les freelances, mais jusqu'à un certain moment. Donc, tu vas
devoir t'assurer d'avoir des personnes compétentes là où tu installes ta société, même si c'est une société Internet et qu'on peut faire appel aux freelance. Euh, Également, la création peut être motivée par la création d'un nouveau levier. Par exemple, tu peux dire mais moi j'aimerais bien m'installer dans ce pays à terme, donc je mettrai en place une stratégie et le fait de créer cette société me créera un historique qui me permettra d'investir, qui me permettra de me développer. Ça peut être une stratégie aussi qu'on ne va pas déterminer ici. La vidéo fait déjà 15 minutes et j'aime pas qu'elle dépasse les 20 minutes. Mais c'est plusieurs éléments qui peuvent influer sur la localisation, que ce soit de ta NewCo ou de ta holding. Les éléments déterminants de la localisation, pour bien les comprendre, il faut comprendre que si tu crées un SaaS, c'est dans un but de revente. Et c'est cet objectif de revente qui est primordial, et ce, à différents niveaux. Le premier point, si tu veux revendre ta société, il va falloir s'assurer que ta société, car c'est la société que tu vas revendre, pas les mots de passe de l'accès e-learning, soit localisée dans un pays où tu as des acheteurs. C'est comme si demain, tu achètes le dernier étage d'un HLM en Seine-Saint-Denis, dans une cité bien craignos, pour en faire un magnifique penthouse de 750 mètres carrés avec piscine intérieure et tout. Mais si tu n'as personne qui veut te racheter parce que ton actif se situe dans une zone qui fait plus peur que ça n'attire les investisseurs, tu vas jamais pouvoir le revendre. Pourtant, tu auras un super penthouse. C'est exactement pareil. Sauf si, bien évidemment, tu comptes sur la propagation des solutions full crédit vendeur. On a fait des vidéos dessus. Dans la plupart des cas, la personne qui va racheter ton SaaS, il va recourir au financement pour financer cette acquisition. Que ce soit des financements bancaires, que ce soit des business angels ou que ce soit des fonds de private equity. Donc, si ta société portant le SaaS se trouve dans une juridiction exotique, sans partenaire bancaire, c'est comme acheter un immeuble en zone inondable. Aucune banque ne voudra financer l'acquisition. Et si tu n'as pas d'acheteur, tu n'as pas d'exit. Et généralement, il faut avoir conscience que dans des opérations de rachat, la principale banque qui a un intérêt de financer le rachat, c'est la banque de la société qui est rachetée. Donc, si en plus tu as que Wise et Revolut, tu vas être un peu emmerdé. Tu peux tenter, bien évidemment, Internet n'est jamais à court de solutions de gain petit. Tu peux limite revendre tes parts à la découpe en mode crowdfunding. Après tout, il y en a bien un sur Internet qui a tenté de vendre son business de formation comme ça, puisque personne ne voulait l'acheter. Mais regarde le délai qu'il a mis. Et encore s'il a concrètement vendu, parce que sur Internet, on peut tout dire. Je peux vous dire que je suis un mannequin magnifique, grand sportif et tout. La vérité peut être différente. Maintenant, on va s'intéresser à la partie 3 et dernière partie. Ça va concerner la revente. Lorsque tu fais un SaaS, c'est pour le revendre comme on va le voir. Si je reprends l'exemple tout simple, la holding que j'ai pris initialement, Holding AH Internet Operation, qui détient 100% des titres de la société de AH Learning SAS. Quand tu vas vendre ta SaaS, tu ne vas pas vendre les mots de passe de la console admin et faire une facture de vente produit, vente AH Learning, quoi. Ça ne se passe pas comme ça. Tu vas vendre les titres de la société. Ici, les titres AH Learning sont détenus par AH Internet Holding. Donc, l'acquéreur va faire la transaction avec la holding AH Internet Operation. Il va payer sur la holding et va récupérer les parts de AH Learning SAS et ça sera sa propre holding qui prendra le contrôle de la société. Si tu as constitué correctement ta holding et que tu bénéficies d'un régime d'exonération, la plus-value ne sera pas taxée. Tu n'as pas non plus de TVA sur la vente de titres en plus. La holding va récupérer le produit de la vente et selon ta résidence fiscale, la localisation de ta holding, tu auras un frottement plus ou moins important à titre personnel. Mais par exemple, si la holding AH Internet fait, selon sa localisation, on va dire si elle est localisée dans la juridiction AH1 du Borderless Entrepreneur, si elle fait 10 millions de plus-value, elle va payer 0% d'impôt. Si je suis résident fiscal de cette même juridiction à ce moment-là, je n'aurai pas de taxation sur les dividendes si je récupère le produit de la vente à titre personnel.
Si tu le mets en France, on peut faire le calcul. Si tu vends une société en France, 10 millions de plus-value, tu vas payer l'impôt sur 1 200 000, puisque c'est exonéré, tu vas payer 25%. Ta holding va payer 1 200 000. Je fais le calcul en même temps, 25%. Tu vas payer 300 000 euros d'impôts en France, donc tu vas avoir 9,7 millions d'euros net d'impôts. Si tu te sers 9,7 millions, tu payeras juste la flat tax dessus, et plus quelques taxations supplémentaires dont la France a le secret. Mais en soi, ce n'est pas colossal. C'est-à-dire que tu auras grosso modo 6 millions nets sur tes comptes. Le but étant de les laisser sur tes sociétés holding. Tu n'en as pas besoin à titre personnel, même pour d'autres projets. Donc, tu vois, tout ça se conçoit, toute la stratégie se met en place dès le départ et il y a plein de problématiques par rapport à ça. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Retiens que quelquefois, certaines personnes, pour économiser 25% d'impôts, certains sont prêts à faire une croix sur 300, 400, 600%, parce que quand tu revends ta boîte, c'est un multiple. Quand tu payes un impôt sur les bénéfices, c'est un pourcentage. Donc, d'un côté, tu multiplies et de l'autre côté, tu retranches une toute petite partie. Comprends que la constitution d'un SaaS, d'un point de vue stratégique, est une opération beaucoup plus lourde qu'une simple société pour vendre des PDF, des coachings ou des formations en ligne. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Cela demande une stratégie et une compétence très poussée pour avoir une vision d'ensemble, dézoomer sur l'ensemble des problématiques, c'est-à-dire être capable de se projeter autant sur la création que sur le fonctionnement, que sur la revente, et ça dès le départ. Ça va te demander de la constitution, de la compétence au niveau de la constitution de l'association, si vous êtes plusieurs, d'y penser en amont. Ça va te demander de la compétence sur le financement et la valorisation pour, à son tour, développer, maximiser le développement, y compris par des opérations de croissance externe, de localisation de l'ensemble de ta structure corporate, que ce soit ta holding, que ce soit ta société d'exploitation. Est-ce que tu n'as pas intérêt de mettre ta société là et de mettre une méthode SC d'un autre côté? Tu as plein de possibilités. Mais ça demande vraiment une stratégie dès le départ. C'est bien pour cette raison que l'entrepreneur qui a participé au Mastermind PNL, il estime la valeur reçue à plus de 100 000 euros sur ses sociétés dans les 2 ans à venir. C'est que la stratégie fait la différence. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à nous rejoindre sur nos réseaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.